Comme chaque année, le Monte-Carlo marque le coup d'envoi de cette longue saison qui débute en janvier, qui se termine en novembre. Basée à Monaco, cette épreuve compte 1400 km, dont 400 km chronométrés et répartis en 15 spéciales. Le tout dans les hauteurs autour de la principauté. L'adhérence est cruciale ici, elle est très difficile à trouver, elle est en tout cas toujours extrêmement changeante. 2002 marque la 70e édition du Monte-Carlo, qui est la plus ancienne épreuve du mondial. Depuis 1911, ce rallye est celui que tous les pilotes souhaitent gagner. Le champion du monde 2001, Richard Burns, n'a jamais réalisé de podium sur cette épreuve. Pour corser le tout en ce début 2002, le Britannique va devoir découvrir sa nouvelle monture en course, la 206 WRC. Les routes sont très grasses et savoir comment la voiture va réagir en arrivant sur une route montagneuse très étroite est vraiment la clé pour avoir confiance. Si Burns va devoir découvrir la 206, son dauphin l'an passé arrive en principauté avec une Ford Focus éprouvée, fiable et rapide. L'an passé, il était à 2 doigts d'accrocher cette épreuve prestigieuse à son palmarès lorsque son accélérateur l'avait trahi. Colin McRae revient pour la gagne. C'est le Monte-Carlo, c'est son nom, n'est-ce pas? Il existe depuis des années, c'est une épreuve que tout le monde connaît. Même les gens qui ne s'intéressent pas au sport mécanique connaissent cette épreuve. La paire magique chez Ford est restée. Le double champion du monde Carlos Sainz n'a pas gagné de rallye l'an passé. Après plus d'un an de disette, l'Espagnol souhaite renouer avec la victoire. On doit essayer, on essaie toujours, on ne sait jamais, on doit bien commencer. Même si le temps semble sec, ce qui ne nous est pas favorable, mais c'est toujours de bien commencer l'année qui est important, faire un bon résultat tout de suite. Et l'espoir estonien Marco Martin, en provenance de chez Subaru et désormais chez Ford, va pouvoir beaucoup apprendre aux côtés de ces deux hommes. Tommi Mäkinen, après 7 années passées sous le giron Mitsubishi, roule désormais pour Subaru. Va falloir s'habituer à la couleur bleue. Le quadruple champion du monde souhaite aborder cette année 2002 par un record, enchaîner une 4e victoire consécutive à Monte-Carlo. C'est toujours difficile de dire où tu en es avant le rallye. C'est une nouvelle équipe pour moi, une nouvelle voiture, c'est un peu difficile. De plus, bien sûr, j'ai encore besoin de connaître la voiture dans différentes conditions. Les 2 derniers champions du monde sont chez Peugeot, désormais Marcus Grönholm aux côtés de Richard Burns. Mais pour remporter un premier succès en terre monégasque, les meilleures chances des 206 reposent sur les épaules du spécialiste de l'asphalte, Gilles Panizzi. Toute l'équipe est confiante, tout comme moi. Mais le Monte-Carlo, c'est le Monte-Carlo. Peter Solberg est numéro 2 chez Subaru. Le jeune Norvégien court toujours après sa première victoire en mondial et il espère rapidement effacer de sa mémoire sa sortie de route de l'an passé. Chez Mitsubishi, tout est différent. Pour compenser le départ de Mäkinen, les Rouges ont appelé en renfort François Delecourt, transfuge de chez Ford, et Alistair McRae en provenance de Hyundai. On a fait des tests pour la Suède et pour ici. C'est une grande équipe dont le travail est très bon. Ces hommes ont gagné quelques championnats du monde, vous savez, donc ils savent ce qu'ils doivent faire pour cela. Freddy Loax a pris la place laissée vacante par Alistair McRae chez Hyundai. Il sera aux côtés d'Armin Schwartz, fraîchement arrivé de chez Skoda. De son côté, l'équipe tchèque qui participe pour la première fois à une saison complète a recruté le Finlandais Tony Gardmeister et le vétéran suédois Kenneth Eriksson. Un 7e constructeur participera à la moitié du championnat cette saison. Il s'agit de Citroën. Dans les rangs français, on attend avec impatience la confirmation du talent de Sébastien Loeb. L'Alsacien, champion du monde junior la saison passée, avait terminé 2e en Italie pour sa seule et unique participation à une manche du mondial avec l'Axara. À ses côtés, le spécialiste de l'asphalte Philippe Bugalski et Thomas Radström. Voilà donc la traditionnelle photo de famille de cette saison 2002, une saison avec un tout nouveau visage. Richard Burns est le premier sur la rampe cette saison. Le Britannique sera suivi sur la piste par un Colin McRae revanchard après sa bourde anglaise qui lui a coûté le titre il y a tout juste un mois et demi. Tout commence donc le samedi matin à l'occasion de la première étape. Cette première journée comprend 5 spéciales, dont 2 empruntées à 2 reprises. Dans cette étape, tous les regards seront braqués vers la mythique spéciale de Sisteron. Et avant même le départ de la première spéciale de l'épreuve, première frayeur dans le plan français. La 206 de Gilles Panizzi refuse de démarrer. Gilles est obligé de sortir la voiture du parc en la poussant avant que le moteur ne reprenne vie. C'est plus grave en revanche pour Thomas Radström. Le moteur de sa Xara
n'arrivera pas à propulser la Citroën jusqu'au départ de la première spéciale. Thomas, vous avez le malheur d'être le premier pilote à rendre votre carnet en 2002. Oui, c'est presque incroyable, mais c'est vrai. Pouvez-vous dire quel est le problème? Cela a un rapport avec le moteur, je ne sais pas exactement, mais il ne démarre plus. Et c'est rapidement la consternation dans le clan Citroën puisque Philippe Bugalski sera victime du même mal avant même le départ de la première spéciale de la saison. Je pense que c'est un problème moteur, le même souci que Thomas, mais je n'en suis pas sûr. C'est vraiment horrible en tout cas. Donc Citroën ne se retrouve plus qu'avec une voiture en course avant même le départ de l'épreuve. La veille, Sébastien Loeb avait cassé un moteur à l'occasion du shakedown. C'est peut-être cet incident qui lui permet encore d'être en course. Du côté de Peugeot, Gilles Panizzi est quitte pour une belle frayeur, mais il sera au départ. Ses mécaniciens vont s'affairer sur la voiture. Ma voiture m'a fait une petite plaisanterie ce matin. Elle ne voulait pas démarrer. Et on avait un problème en fait avec la pédale d'accélérateur, mais tout est rentré dans l'ordre. Son équipier a été épargné par les soucis. Richard Burns se concentre surtout sur la tactique à employer. Richard, tout commence ici, la défense de votre titre. Comment vous sentez-vous? Très relaxé, on gère. Par chance, les conditions sont les mêmes que pendant les reconnaissances, donc on a une idée précise des pneus que l'on doit employer, on sait à quoi s'attendre. Je veux dire qu'on devra être prudent dans les sections verglacées, dans les sommets où il n'y a pas mal de glace et de neige, on fera attention à ces endroits. Première spéciale de la saison longue de 28 km 7 entre les villages de Célonais et de Thury. À la mi-janvier, il y a habituellement beaucoup de neige, mais cette année semble particulièrement sèche. On voit tout cela en détail juste après la pause. Et Robert Reid arrive au départ de la spéciale de Célonais-Thury, une nouveauté cette année. Première spéciale pour eux disputée dans une Peugeot. Avec seulement 8 semaines entre la fin de campagne 2001 et le début de campagne 2002, Burns n'a pas eu le temps de s'habituer à la 206. Le Britannique va donc partir prudemment. Cette première spéciale est l'illustration parfaite des conditions changeantes rencontrées sur le Monte-Carlo. Une partie verglacée est immédiatement suivie par une partie sèche. Il faut varier à loisir son style de pilotage. Richard Burns ne connaît pas encore les limites de la 206, alors jongler avec les parties sèches et les parties verglacées requiert un véritable talent d'équilibriste. Ce talent, le Britannique l'a, mais il manque tout de même de repères et il manque également de quitter le rallye prématurément dès cette première spéciale. Regardez. Terrible choc. Heureusement, la voiture atterrit en contrebas sur une petite route. Le Britannique signe tout de même le 13e chrono à 28 secondes du meilleur temps. Mais quelle frayeur! Colin McRae est le suivant sur la route. L'Écossais souhaite éviter un abandon précoce. Lui aussi va démarrer 2002 avec une grosse marge de sécurité. Pas mal de glisse pour McRae qui évolue sur des gommes Pirelli alors que Burns était en Michelin. Pirelli a développé de nouveaux pneus pour les conditions verglacées, mais le temps est trop clément pour ces nouvelles gommes. Malgré tout, Colin McRae et Nicky Grist vont réaliser le 3e meilleur temps. Notez que les 3 premiers temps sont d'ailleurs réalisés par les gommes italiennes.
Et derrière, Colin McRae, on va retrouver Tommi Mäkinen. Au départ, le quadruple champion du monde finlandais découvre toujours sa Subaru Impreza dans ces conditions extrêmement changeantes. Et bien même s'il découvre cette Impreza, il prouve qu'il est toujours aussi à son aise sur les spéciales du Monte-Carlo, une épreuve qui ne lui a pas échappé depuis 1999. Sans son copilote habituel, Risto Mäkinen-Bäki, toujours en convalescence après leur accident corse, Mäkinen est épaulé par Kaj Lindström. Le quadruple champion du monde dans la cure et signe le deuxième meilleur temps à seulement 9 dixièmes de Carlos Sainz. Départ prudent pour Marcus Grönholm qui réalise le 9e temps de cette spéciale d'ouverture. La tactique du champion du monde 2000 est claire, partir doucement pour progressivement hausser le rythme sur cette épreuve qu'il découvre presque totalement. Harry Rovanperä s'est imposé en Suède l'an passé, il est moins à son aise sur asphalte. Confirmation dès la première spéciale qu'il conclut en 12e position, juste devant Richard Burns. C'est Carlos Sainz qui enlève la première spéciale de la saison 2002 tout en glisse. Le double champion du monde espagnol court après la victoire depuis plus d'un an. Inutile de préciser qu'il ne lâchera pas facilement cette position. Quatrième meilleur temps pour Gilles Panizzi, mais le Français écope de 2 minutes et 10 secondes de pénalité pour avoir quitté en retard le parc d'assistance. À ce tarif, les mécaniciens ont tout de même eu le temps de changer la boîte de vitesse. Et Gilles Panizzi se retrouve en 29e position. François Delecourt découvre lui la Mitsubishi. Lui non plus ne prend pas de risque. Le Français signe le 11e meilleur temps. 195, bon. Puisque je fais un corps du minimal, on va 50. Charbon givre peut-être ici, 50 mètres ou 80. Terselberg va caler au départ de cette première spéciale de la saison. Un peu plus loin, le Norvégien sera tout près de partir à la faute. Terselberg n'est pas encore dans le rythme, il réalise le 14e temps. Solberg et Burns ne sont pas les seuls à avoir eu chaud dans ce premier secteur chronométré. La nouvelle recrue Hyundai, Armin Schwarz, a été également rappelé à l'ordre. Quoi qu'il en soit, les deux pilotes Hyundai ont apprécié cette première spéciale, comme l'atteste la 5e place de Schwarz et la 8e de Freddy Wax. Citroën ne compte plus que Sébastien Loeb pour briller. Départ prudent de l'espoir français qui réalise le 7e temps. L'Alsacien n'a jamais roulé dans ces conditions, c'est-à-dire avec des pneus slick pour le sec sur des parties verglacées. Dans les 6 premiers, on retrouve une Skoda, celle du Tchèque Roman Kresta. L'espoir au volant de son Octavia ne concède que secondes sur ce premier tronçon. Le point après les 28 premiers kilomètres de la saison. Carlos Sainz est le premier leader talonné par Tommi Mäkinen. A noter que malgré sa 4e place de spéciale, Gilles Panizzi est relégué en 29e position après sa pénalité. Et avant le départ de la spéciale suivante, les pilotes en profitent pour inverser les pneumatiques afin d'économiser leur gomme. Deuxième spéciale du Monte-Carlo est un véritable mythe et c'est pour cette raison que les pilotes sont aux petits soins pour leur gomme. Il s'agit de la spéciale de 6 terrons longue de 36 km, la plus longue du Monte-Carlo. Un véritable juge de paix. Malheureusement, ce premier passage dans cette spéciale n'aura pas lieu. Les organisateurs préfèrent l'annuler en raison du trop grand nombre de spectateurs présents dans la montée du col de Fombelle. Les spectateurs amassés sur le bord de la route, parfois dans des endroits un petit peu dangereux, risquaient gros en cas de sortie de piste. La sécurité sera bien sûr le maître mot de cette saison 2002, ce qui est une très bonne chose. Et c'est vrai qu'avec toutes les voitures garées sur le bord de la route, les conditions de sécurité n'étaient sûrement pas respectées, notamment avec ces spectateurs placés à l'extérieur des virages.
On en profite donc pour retrouver les pilotes au premier parc d'assistance. Comment s'est passée cette première spéciale? On a eu quelques difficultés. J'ai fait une erreur à la mi-parcours. À la suite d'un saut, je suis retombé un petit peu trop loin et je n'ai pas pu prendre la corde. Je me suis donc retrouvé dans une route en contrebas. J'ai pu heureusement rapidement remettre la première et repartir. Je n'ai perdu que 10 ou 15 secondes. Première spéciale et première victoire, comment ça allait? C'était un petit peu difficile sur le verglas, mais c'était sec ensuite. Pas de drame, la voiture est parfaite, pas de problème. Mais vous êtes passé à 9 dixièmes de la victoire, comment c'était? Très bon, j'ai vraiment un bon feeling. Une spéciale avec une nouvelle voiture et de nouvelles gommes. Et je me suis pourtant vraiment amusé. Colin, comment s'est passée cette première spéciale? Pas mal, c'est toujours un peu une inconnue, vous savez, le Monte-Carlo, c'est le premier rallye, les conditions sont changeantes, c'était glissant par endroits, mais je suis ravi de mon résultat. Restez avec nous, on marque une pause et on se retrouve pour la suite de ce résumé. Richard Burns sur sa nouvelle monture, la 206, ne va pas prendre de risque lors de cette première étape du Monte-Carlo. Le Britannique découvre sa voiture, 10e temps pour le champion du monde en titre dans le deuxième passage dans la spéciale de Célonais-Turier. Colin McRae est toujours deuxième sur la route. L'Écossais champion du monde 95 va réaliser le troisième meilleur temps, suffisant pour lui afin de remonter en deuxième position à 3 secondes 7 seulement du nouveau leader. Six crest and six left opens over crest into bump into six right over crest and six left opens. Un nouveau leader qui n'est autre que Tommy Mäkinen. Il n'aura fallu donc qu'une spéciale pour que le quadruple champion du monde prenne la mesure de sa nouvelle voiture et se porte à la première place. Tommy Mäkinen, je vous le rappelle, qui reste sur une série de 3 victoires consécutives dans le Monte-Carlo. Marcus Gronholm ne cesse de progresser sur asphalte, il le confirme dès cette spéciale numéro 3, la deuxième courue dans cette première étape. Le Finlandais réalise la 4e meilleure performance et ne concède que 3 secondes sur Tommy Mäkinen. Marcus Gronholm qui se retrouve au 5e rang. Le grand perdant de ce deuxième passage dans Célonais-Turier est Carlos Sainz. Problème de direction assistée pour l'Espagnol qui ne concède que 26 secondes, ce qui est déjà un bel exploit. Après sa bévue de la première spéciale, le Norvégien Peter Solberg se rappelle au bon souvenir de tous en signant le meilleur temps. Mauvaise nouvelle en revanche pour Hyundai et surtout pour Freddy Loax dans cette spéciale. Le Belge s'est montré à son avantage dans la première spéciale du jour, mais il va se faire surprendre. Accident terrible dans lequel le Belge sera blessé au pied. Espérons en tout cas que sa saison ne soit pas terminée. Accident absolument incroyable. Regardez là, Hyundai est complètement détruite. Heureusement, la cellule de survie est intacte. On est arrivé sur un virage à gauche et ensuite on voulait tourner sur un droit très serré. On a tapé malheureusement à l'intérieur du pont et bien Freddy a été touché de son côté. Malheureusement Freddy Loax qui semble souffrir d'une fracture du pied. Sébastien Loeb dans la 3e spéciale, eh bien il continue son apprentissage de ces conditions délicates. Il réalise le 5e meilleur temps, l'espoir français à 17 secondes 4 de Solberg et se retrouve 6e au classement général, ce qui est une très très belle performance. Il se retrouve même 4e après ces 3 premières spéciales.
Carlos Sainz qui va essayer de réparer avec Carlos Moya sa direction assistée avant le départ de la spéciale de Sisteron, car il y a ensuite 36 km à effectuer sans direction assistée, c'est effectivement très difficile. Ah, ce n'est pas la meilleure spéciale pour perdre la direction assistée. Effectivement, Sisteron-Thouars, c'est un véritable juge de paix. Plus de 36 km à accomplir avec une longue montée. Le col de Fontbelle et ensuite la redescente de l'autre côté du versant, une descente extrêmement technique avec beaucoup de virages en dévers, et bien sûr dans ces cas-là il vaut mieux avoir une direction assistée. On retrouve donc Richard Burns en action dans cette 4e spéciale. Il va montrer le Britannique qu'il trouve ses repères avec la 206 puisqu'il signe le 6e meilleur temps à 25 secondes certes du meilleur temps, mais vous allez voir celui qui a réalisé la meilleure performance sur sa spéciale était un extraterrestre. Colin McRae dans cette même spéciale, il va réaliser de nouveau le 3e meilleur temps, mais à rater 1 seconde de la performance de référence. Inutile vous dire que Colin McRae va reculer dans la hiérarchie. Il se retrouve désormais en 3e position. Et petite frayeur à la clé sur le sol verglacé dans la montée du col de Fontbelle pour le champion du monde de 95. Pas de frayeur pour Tommy Mäkinen, mais seulement le 5e temps à 22 secondes 8. Tommy Mäkinen qui perd la tête de l'épreuve dans cette spéciale de Sisteron. Marcus Grönholm en action sur ses 36 km de spécial. Le Finlandais champion du monde 2000 va réaliser le 2e meilleur chrono. Il remonte en 4e place. Toujours des problèmes de direction assistés malheureusement pour Carlos Sainz qui se bat comme un beau diable pour ne pas perdre trop de temps. Heureusement que vous le voyez dans la montée, il y a un passage entièrement recouvert de neige et donc en pneu slick bien sûr il n'y a pas d'adhérence et dans ce cas-là l'absence de direction assistée se fait moins sentir. Le double champion du monde espagnol ne va concéder que 42 secondes. Il se retrouve au 6e rang de la hiérarchie. Armin Schwarz dans cette spéciale de Sisteron, il va se faire surprendre l'ancien champion d'Europe allemand sur une plaque de verglas et qui va le déporter. Il va malheureusement taper et ce sera l'abandon, suspension avant droite cassée. Pas une bonne nouvelle pour Hyundai malheureusement qui perd ses 2 têtes d'affiche dès la première étape. La véritable surprise de cette 4e spéciale, cette spéciale numéro 4, la 3e de l'épreuve, c'est en fait une révélation. Il s'agit de Sébastien Loeb. Non seulement il s'impose au nez à la barbe de tous les spécialistes de l'asphalte, mais en plus il colle, tenez-vous bien, 18 secondes à Grönholm et 22 secondes à Mäkinen. C'est lui qui s'empare de la première place. Sébastien, c'est un départ désastreux pour Citroën ce matin. Et là, maintenant, vous êtes en tête, c'est fabuleux. Oui, je suis bien sûr très heureux de cela. Au départ, j'étais effectivement très prudent dans les premières spéciales parce que je ne voulais pas faire de faute après avoir vu ce qui s'était passé aux 2 autres pilotes Citroën. Et maintenant, j'ai vraiment un bon feeling avec la voiture. Êtes-vous surpris d'être 2e derrière Loeb après 4 spéciales? Moi, en fait, je suis tout simplement surpris d'être 2e. Bon, c'est vrai que dans cette dernière spéciale, j'ai fait un gros tête à queue et j'ai perdu pas loin de 30 secondes dans Sisteron. Et peut-être 30 secondes de perdu pour Tommy Mäkinen dans Sisteron, mais dans la spéciale suivante, la 5e, Sébastien Loeb va lui recoller 31 secondes. Sébastien Loeb qui conclut cette première journée en tête, c'est absolument exceptionnel ce qui fait le Français, le pilote Citroën qui devance de 36 secondes 7 Tommy Mäkinen, de 44 secondes Colin McRae et de 51 secondes Marcus Grönholm. Il est tout simplement énorme ce Sébastien Loeb, véritable révélation de la saison 2001, il est en train de faire pareil en 2002. Le rallye n'est pas fini. La journée est longue aujourd'hui et il faudra rouler très vite mais sans faire d'erreur. Ce n'est vraiment pas facile. On va essayer d'attaquer un peu plus fort pour revenir dans Sisteron.
À l'occasion de cette deuxième étape du Monte-Carlo, les pilotes devront emprunter une autre spéciale qualifiée de juge de paix, la spéciale La Bolène Moulinet longue de 23 km 4, plus connue sous le nom de col de Turini. Et pour couronner le tout, il faudra parcourir cette spéciale à 2 reprises. Est-ce que c'est votre spéciale préférée sur le Monte-Carlo? Ça s'est pas mal passé les 2 années précédentes, plutôt très mal même, mais chez moi on dit qu'on est chanceux la 3e fois. Pensez-vous pouvoir rouler plus fort aujourd'hui? Pas vraiment, on va garder notre rythme, ce qui est déjà largement assez. Les spéciales sont difficiles aujourd'hui pour nous, il n'y a pas de neige ni de glace. En effet, on sait que les gommes Pirelli préfèrent ce genre de conditions alors que les Michelin sont beaucoup plus polyvalents. 6 spéciales au menu de cette deuxième étape avec le col de Turini en point d'orgue qui sera emprunté lors des 4e et 6e spéciales du jour. Cette deuxième journée comprend un peu plus de 136 km chronométrés. Tout recommence donc au petit matin avec la 6e spéciale du rallye, celle de Pont-de-Clans-Villars, longue de 16 km 5. Et pour 2002, vous le savez, le règlement a évolué désormais pour les 2e et 3e étapes d'une épreuve du mondial. Les 15 premiers pilotes s'élancent dans l'ordre inverse du classement de l'étape précédente. Gilles Panizzi, copiloté par son frère Hervé, ouvre donc la route. Il a écopé en début de première étape d'une pénalité de 2 minutes 10 pour avoir pointé en retard au départ d'une spéciale. Panizzi signe le 7e chrono de cette première spéciale et remonte en 14e position. Quelques modifications de réglage de suspension pour François Delecourt. Le Français réalise le 8e temps de la spéciale, il est aussi 8e du général et reprend 2 secondes sur le pilote qui le précède. Ce dernier n'est autre que Richard Burns, toujours en phase d'apprentissage. Le Britannique a 50 secondes à combler pour entrer dans les 6 premiers. Et ce n'est pas chose facile car son ancien coéquipier, le Norvégien Peter Solberg, signe le meilleur temps dans ce premier chrono du jour. Right minus tightens into slippy hairpin, left tightens. Into slippy don't catch, 1 right, into 1 left minus. Opens 30, very late 1 right, dry. Opens 40, 3 right bus, then into 1 left. Half long tightens, into 3 right, opens flat. 100, 6 right bus, into narrow 2 left minus. Avantage Subaru côté statistique depuis le début du Monte-Carlo. Les voitures bleues ont remporté 3 des 5 spéciales courues. Une seule victoire de spéciale en revanche pour Ford. Carlos Sainz a perdu beaucoup de temps le premier jour en raison de son problème de direction assistée. L'Espagnol concède 9 secondes supplémentaires dès la première spéciale de la 2e étape. Pas faute d'attaquer. Colin McRae réalise de son côté le 3e temps lors de ses 16 premiers kilomètres de la journée. Le champion du monde 95 compte désormais 44 secondes de retard sur le leader du classement général. Devant McRae dans cette spéciale et au classement général, on retrouve la Subaru de Tommi Mäkinen et de Kaj Lindström. Le Finlandais reprend 1 seconde 3 sur le leader dans cette courte spéciale. Le quadruple champion du monde ne s'avoue pas vaincu, mais pour l'instant, il est toujours 2e. Deuxième en Italie l'an passé, en tête du Monte-Carlo 2002, Sébastien Loeb ne finit pas de surprendre. Rapide et régulier depuis le départ, l'Alsacien réalise une solide performance et conserve 35 secondes d'avance sur Tommi Mäkinen. C'est la 4e fois en 5 spéciales que Loeb termine dans les 4 premiers. Il a par ailleurs déjà réalisé 2 meilleurs temps lors de la première étape.
Un point donc sur le classement, toujours dominé par Loeb. Les écarts sont infimes de la 2e à la 6e place. Les pilotes ne sont séparés que par 30 secondes. Richard Burns occupe toujours la 7e place de l'épreuve, 7 secondes devant François Delecourt. A noter la 4e place de Marcus Grönholm, pourtant d'habitude peu à l'aise sur asphalte. Le Finlandais progresse, il a promis de tenter de remporter une épreuve sur asphalte la saison prochaine, et bien pourquoi pas dès 2002. Pendant que Carlos Sainz et François Delecourt sont en grande discussion, nous allons profiter pour marquer une courte pause. Ceux qui n'ont jamais eu la chance d'assister à une spéciale de rallye depuis les bords de la route, cette vue permet de mieux comprendre à quoi s'attaquent les pilotes. Lors de la 7e spéciale de l'épreuve entre Puget et Toudon, Sébastien Loeb va avaler les 26 km en 17 minutes et 30 secondes. Il relègue Marcus Grönholm à 5 secondes et Tommy Mäkinen à 10 secondes 6. Les Alsaciens comptent désormais 46 secondes d'avance sur le quadruple champion du monde. Dans cette même 7e spéciale, Alistair McRae part le couteau entre les dents en point de mire. La 11e place alors détenue par l'espoir tchèque Roman Kresta. Cette 11e position, Kresta va l'offrir à Alistair McRae sur un plateau en sortant violemment de la route. De l'intérieur, c'est déjà très impressionnant. Je vous rassure, c'est bien pire. De l'extérieur, elle est plutôt sans ce poteau. La Skoda Octavia aurait sans doute atterri quelques dizaines de mètres en contrebas. C'est un véritable petit miracle. Mais cette spéciale, il ne sera pas le seul à se faire surprendre. La 7e spéciale va également sceller les espoirs d'Ari Rovanperä. La 206 du Finlandais heurte probablement une petite pierre. C'est l'abandon, biellette de direction cassée. J'ai tapé une petite pierre à l'intérieur et cela a cassé la biellette de direction. La jante et le pneu étaient pourtant intacts. Dans le même temps, un autre pilote du 106 a le sourire aux lèvres. Et Richard Burns rentre dans les 6 premiers à la faveur d'une erreur de pilotage de Peter Solberg. On revoit l'accident du Norvégien en caméra embarquée. Grosse frayeur pour le Norvégien et Phil Mills se charge de calmer les nerfs du jeune Peter Solberg pour qu'il puisse rallier l'arrivée. Écoutez la voix d'un calme olympien de Phil Mills. Le pare-choc avant n'est pas la seule pièce endommagée dans cette mésaventure. Les mécaniciens de ProDrive risquent d'avoir beaucoup de travail au prochain parc d'assistance. Une 7e spéciale décidément extrêmement délicate. Carlos Sainz, le vétéran espagnol, manque lui aussi de rendre son carnet. Regardez. Plus de peur que de mal pour l'équipage espagnol. L'arrière de la Focus est rectifié et les mécaniciens devront sans doute lui installer un nouveau pare-choc. Sainz ne perd que 20 secondes et pointe toujours au 5e rang de la hiérarchie. L'autre pilote Ford, Colin McRae, réalise le 5e temps, mais sa Focus perd une place. L'Écossais est désormais 4e. Plus tightens, don't cut. And care left tightens, and now's the 3 plus don't cut. 30, 4 right minus opens. Into 6 right, don't cut. Into slow 3 left opens and tightens. McRae n'apprécie pas le Monte-Carlo. Sur les 6 dernières éditions, il n'y a marqué qu'une seule fois des points. La lutte pour la 3e place oppose McRae à Grönholm. Le champion du monde 2000 est désormais 3e, 3 secondes devant McRae.
Tommi Mäkinen qui s'est fortement bien acclimaté à la Subaru Impreza, concède 11 secondes sur le plus rapide de ce 7e secteur chronométré. Le Finlandais compte tout de même 10 secondes d'avance sur le 3e, Markus Grönholm. Vasen täys 6, oikea täysmiinus 120. Ja vasen ja pitkä oikea nopea varo kapea. Heti pitkä paha vasen ja liukas pirun pitkä oikea nopea miinus. Sébastien Loeb frappe de nouveau un grand coup dans cette deuxième spéciale du jour. L'Alsacien remporte sa 3e spéciale depuis le départ de l'épreuve. Et grâce à ce meilleur temps, Loeb porte son avance à 46 secondes sur Mäkinen. Il confirme ainsi ses bons chronos de la veille. Dans la soirée de vendredi, il avait également remporté cette spéciale de Puget, longue de 27 km. Dans le paddock, l'ancien gymnaste impressionne déjà par son sang-froid et son professionnalisme. Assurément l'un des futurs champions de la nouvelle génération. Le classement donc après cette spéciale, Loeb a fait le trou, Mäkinen suit à 46 secondes, talonné par Grönholm et Colin McRae. Attention à Sainz, l'Espagnol est en embuscade. On a décidé de partir avec des gommes plus tendres et c'était finalement assez délicat en fin de deuxième spéciale. En raison de la chaleur et du sol très sec, la tenue de route de la voiture s'est progressivement dégradée. Et dans une courbe, l'arrière a décroché et on a tapé à l'arrière. Je crois que j'avais trop d'informations dans les notes, je ne pouvais pas tout intégrer. Il y avait également pas mal de gravier à cet endroit, je suis sorti de la trajectoire. Mais Carlos, vous savez, a connu le même problème au même endroit. Mais bon, j'ai de la chance d'être là, on essaiera encore. Colin, vous avez échangé votre place avec Marcus, que s'est-il passé? Rien, on roulait bien, on faisait juste attention dans les endroits piégeux. Marcus a fait un très bon temps dans la dernière spéciale et il est simplement passé devant. Tommy, dans les 3 premiers sur les 2 premières spéciales du jour, vous avez peur que Loeb s'échappe? Bon, on verra. On a fait un choix de gomme un petit peu difficile, mais on garde l'espoir. Mais on a tout de même fait quelques erreurs. Quelques erreurs, c'est beau à dire dans la bouche de Tommi Mäkinen qui pour ses premiers tours de roue en course avec la Subaru réalise un véritable exploit d'être en lutte pour la victoire. La 8e spéciale, celle de Coaraz-Loda est longue de 23 km. C'est le premier passage dans cette spéciale qui sera à nouveau emprunté en fin de deuxième étape. Et dans ces spéciales, il faut savoir bien négocier les épingles à cheveux. Marco Martin, auteur d'un départ prudent pour découvrir la Focus lors de la première étape, réalise le 7e meilleur temps. L'Estonien est désormais 13e du général à plus de 4 minutes 45 tout de même. Après l'abandon de Roman Cresta, Tony Gardmeister est le mieux placé des pilotes Skoda. Le Finlandais est 10e à près de 4 minutes du leader. François Delecourt, comme Martin et Gardmeister, découvre sa nouvelle équipe. Le Français occupe le 7e rang mais ne compte que 16 secondes d'avance sur Peter Solberg. Richard Burns lui s'accroche à la 6e place. Le Britannique accuse plus d'1 minute de retard sur le 5e. Mais la menace vient de Delecourt qui pointe à seulement 17 secondes. La voiture de Solberg était en très mauvais état après la 7e spéciale. Les mécaniciens ont fait du bon travail. Le Norvégien est de retour dans le rythme. Il signe le 5e chrono dans cette 8e spéciale. Solberg ne concède que 14 secondes sur le chrono de référence et en point de mire François Delecourt.
Les gommes de Carlos Sainz vont mieux, confirmation avec le troisième temps établi par l'Espagnol. Il se retrouve à moins de 20 secondes du troisième et à 30 secondes du deuxième. Colin McRae est quatrième du général au départ de cette spéciale avec Marcus Grönholm en point de mire. Le champion du monde 95 signe le quatrième meilleur temps et récupère la troisième place avec 8 secondes d'avance sur Grönholm. Mäkinen et Kaj Lindström survolent la spéciale. Ils sont 6 secondes 3 plus rapides que leurs principaux rivaux. Sébastien Loeb réalise le deuxième temps. Le pilote Citroën dispose encore de près de 40 secondes d'avance sur Mäkinen. Seul point commun entre ces deux hommes, le goût du dépassement. Pour le reste, tous les séparent. L'âge, l'expérience, les titres et les victoires. N'empêche, après la 8e spéciale de l'épreuve, le plus jeune tient la dragée haute au plus vieux. Il est en tête avec 39 secondes 7 d'avance. Colin McRae est troisième à plus d'une minute. 9e spéciale du Monte-Carlo, l'épreuve d'ouverture du mondial. Il s'agit du premier des deux passages prévus dans la mythique spéciale du Turini. Cette place sacrée de l'épreuve monégasque fait la part belle aux pilotes au gros cœur et aux pieds lourds. À la moindre erreur, ces 24 km peuvent être les derniers du rallye. Et Gilles Panizzi ouvre toujours la route et continue d'attaquer pour remonter dans la hiérarchie. Il est 9e du général à 4 minutes du leader. Richard Burns ne concède que 2 secondes sur son nouveau coéquipier Panizzi, mais il en perd 19 sur son ancien coéquipier Peter Solberg. Et le Britannique sait qu'il ne doit pas forcer l'allure, il doit d'abord comprendre sa nouvelle monture. 16, short 4 left, line into 6 right long of a crest, tighten short 5, don't cut, 60, line into 1 left first tightens. Sans son erreur dans la 7e spéciale, Solberg serait en lutte avec McRae, Grönholm et Sainz pour la 3e place, mais le Norvégien n'a pas encore renoncé à rentrer dans les points. Il ne compte plus que 13 secondes de retard sur Richard Burns. Carlos Sainz connaît parfaitement le col de Turini, réalise le 4e meilleur temps et conforte sa 5e place, 1 minute devant Burns. Toujours la grosse attaque de sortie de la part du double champion du monde 90-92. Grönholm est toujours 4e au terme des 24 km, mais le Finlandais, auteur du 6e temps, revient à 3 secondes à peine de Colin McRae. Colin McRae justement se retrouve handicapé dans cette spéciale. Une fixation de siège rend l'âme, ça arrive absolument très rarement et ne permet pas au champion du monde 95 de se livrer à 100%. Pire, il part en tête à queue et perd près de 30 secondes au total sur le meilleur temps. Il se retrouve désormais à plus d'1 minute et 20 secondes du leader. Pour
Pour la deuxième spéciale consécutive, Tommi Mäkinen réalise le meilleur temps. Doucement mais sûrement, le Finlandais se rapproche du leader, assez pour essayer de lui mettre la pression le troisième jour. Si depuis le début de cette deuxième étape, Loeb semble en difficulté avec ses pneumatiques, il perd seulement 13 secondes, il signe dans la 10e spéciale de l'épreuve le meilleur temps et le deuxième meilleur temps dans la dernière spéciale du jour. Il conserve ainsi la tête de l'épreuve. Vous attaquiez à fond dans le Turini ou vous contrôliez? Je roulais pas vraiment à fond, mais je roulais vite. Je pense que les conditions sont très difficiles pour nos gommes. Vous attendez demain pour attaquer? Oui, mais ce sera difficile parce que les spéciales sont plus longues. Le Turini est une longue spéciale avec une descente rapide, mais je suis confiant. Pas de problème, j'étais trop prudent dans ces spéciales parce qu'elles étaient piégeuses et glissantes. Le siège a cassé sur une bosse, la fixation me faisait basculer d'avant en arrière et je partais en arrière à chaque fois que j'appuyais sur les freins. Donc ce n'était pas très agréable et cela m'a fait partir en tête à queue en haut du Turini. Un point sur le classement, Sébastien Loeb toujours en tête après 2 jours de course. Mäkinen ne lui a repris que 8 secondes et demie en 136 km, soit à peine 8 centièmes au kilomètre. Loeb est à une centaine de kilomètres d'une première victoire pour sa deuxième course en mondial. Pendant ce temps, Sainz s'est emparé de la deuxième place devant Grenoble et Macrae. Deuxième étape, il s'agit en fait de 2 spéciales empruntées à 2 reprises pour un total de 100 km chronométrés. Mais ce changement de pneu interdit effectué sur la voiture de Sébastien Loeb pourrait bien fausser le déroulement de cette troisième et dernière étape. La troisième journée démarre au petit matin. La 12e spéciale du rallye, la première du troisième jour, est un passage inversé dans le col de Turini qui a si peu réussi la veille aux frères Macrae. Cette fois, près de 33 km sont au programme. Le record de cette spéciale appartient à un Français, François Delecourt. Il l'avait réalisé l'an passé avec la Ford Focus. Au petit matin, Alistair Macrae va repartir à l'abordage, mais il ne réalise que le 13e temps et pointe au 14e rang à plus de 10 minutes. Il faut encore la faire évoluer un petit peu cette Mitsubishi Lancer Evolution, mais avec François Delecourt et avec Alistair Macrae, ça devrait aller extrêmement vite. Et Gilles Panizzi de son côté doit regretter sa mésaventure du premier jour. Sa voiture refusant de démarrer, il avait écopé de 2 minutes et 10 secondes de pénalité. Et sans problème, il serait en lutte pour une place de choix sur le podium. Attaque intégrale pour le Français qui est revenu en 8e position à 4 secondes de Burns. Left max stamp maybe from here 80, flat left 10, fast right narrows 40, K right long time slippy and K right plus long to medium left plus 30 brake and K left times maybe. Impressionnant, comme lors de la deuxième étape, Peter Solberg prend le meilleur départ dans la troisième. Le Norvégien signe le meilleur temps, sa 3e victoire de spécial depuis le début du rallye. Il est 6e du général. Pas de problème cette fois, l'Écossais est le 5e plus rapide dans le col de Turini. Long 6 right, 9, 50, 6 left, keep out 30, 4 left, minus tight. Grosse attaque de Colin Macrae, donc 5e meilleur temps de cette spéciale. Marcus Grönholm, lui, est toujours à 4e devant Macrae. Le Finlandais vient de céder 3 secondes sur l'Écossais dans ce col de Turini. Le regard noir de Carlos Sainz, Liber réalise le 3e meilleur temps. Déçu que l'appel de Loeb soit suspensif, il tente de revenir à moins de 2 minutes du pilote français au cas où le tribunal de la FIA pénaliserait définitivement le pilote Citroën. Carlos Sainz est toujours 3e du général à 2 minutes et 7 secondes de Loeb.
peu importe l'appel de Citroën, Tommi Mäkinen commence la troisième étape avec panache. Le quadruple champion du monde signe le deuxième meilleur temps à une petite seconde de son coéquipier. Lyhyt helppo vasennus 7, lyhyt vasen eri 4, lyhyt K-oikea. Ja vähän kostee lopusta, K-vasen sisältä aukeaa lopussa jäätä 9 alas. Mäkinen est donc toujours deuxième de l'épreuve et plus que jamais en lice pour remporter un quatrième Monte-Carlo d'affilée. Sébastien Loeb est une nouvelle fois mis à contribution. Il a prouvé que les 4 champions du monde accrochés à ses basques depuis le début de l'épreuve ne l'impressionnaient pas. Cette fois-ci, il va devoir composer avec l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête les 2 minutes de pénalité pour une faute de son écurie qui ne lui a même pas profité. En arrivant au col de Turini, le moteur de la Xara montre des signes de faiblesse. Petit rappel, Budelski et Radström ont abandonné avant même le coup d'envoi de l'épreuve sur panne moteur. Loeb garde son calme, laisse filer quelques secondes. Après la première spéciale du jour, son avance sur Tommi Mäkinen n'est plus que de 18 secondes et 6 dixièmes. C'était vraiment pas bon pour nous. Le moteur s'est arrêté dans la montée et il ne voulait pas redémarrer. J'ai essayé de redémarrer mais ça ne démarrait pas. Il est finalement reparti. J'ai perdu entre 15 et 20 secondes. Tommy, did you take the right tires? Votre choix de gomme est-il le bon, Tommy? Oui, je pense. Pas bavard, Tommi Mäkinen. Après la première spéciale du jour, l'écart entre Sébastien Loeb et Tommi Mäkinen est passé sous la barre des 19 secondes. Un autre combat se dessine pour le gain de la 3e place entre Sainz, Gronholm et Macrae. Et bien sûr la lutte pour les points avec Richard Burns, parti à la chasse au Peter Solberg. Il reste encore 2 Skoda en course dans la 3e étape du Monte-Carlo, mais il sera bien difficile à Kenneth Eriksson ou à Tony Gardmeister de faire aussi bien qu'Armin Schwarz l'an passé. En 2001, l'Allemand avait terminé 4e. Kenneth Eriksson est aujourd'hui 13e alors que Tony Gardmeister est 10e. Dans 80. Dans 80 long sur pont. Gauche 70. François Delecourt s'est imposé en principauté en 94. Pour sa 15e participation à cette épreuve, le Français n'a pas choisi la facilité puisqu'il découvre sa Mitsubishi. Delecourt est 9e après 13 spéciales. Gauche à pont, long. Richard Burns et Robert Reid ont beaucoup moins d'expérience ici. Ils n'en sont qu'à leur 5e participation, ce qui rend leur prestation au volant d'une 206 qu'ils découvrent encore plus impressionnante. Richard Burns est 8e à 7 secondes de Gilles Panizzi. Notez la très belle remontée de Gilles Panizzi qui partait avec plus de 2 minutes et 10 secondes de handicap sur Burns. Fred Macrae l'avoue volontiers, il n'aime pas le Monte-Carlo, l'épreuve le lui rend bien, il faut dire. Dans la 13e spéciale, le champion du monde 95 réalise tout de même le 2e meilleur temps et revient à moins de 15 secondes de Gronholm. Autre exploit dans ce rallye, Marcus Gronholm, le Finlandais loin d'être un spécialiste de l'asphalte. Il se maintient pourtant à la 4e place entre Sainz et Macrae à 2 spéciales du but. Carlos Sainz ne rend que 2 secondes à Macrae sur cette spéciale. En revanche, l'Espagnol fait le trou sur Gronholm mais se retrouve désormais avec 25 secondes d'avance sur le Finlandais.
Mais Carlos Sainz a beau être troisième avec 40 secondes d'avance sur Colin McRae, on ne lui apprend pas à faire la grimace. Il se méfie de son coéquipier. L'Espagnol va faire le forcing jusqu'au bout, d'autant qu'il aurait souhaité commencer l'année par une victoire qui lui échappe maintenant depuis plus d'un an. Tommy Mäkinen n'aime pas terminer deuxième, d'autant que ce week-end, il a deux records en tête. Remporter d'abord un quatrième Monte-Carlo consécutif et devenir ainsi le premier pilote à remporter 24 épreuves du mondial. Pour le moment, il partage le record de 23 victoires en mondial avec Sainz, McRae et Kankkunen. Vähän kostee lopusta, Koovasen sisältä aukeaa lopussa jäätä 9 alas. Pitkä K oikee, miinus tiukka, kirraa 10, pitkä vasen nopea aukeaa, liukas. Le pilote Subaru termine seulement 7e de la 13e spéciale. De son côté, Sébastien Loeb n'est plus inquiété par son moteur. L'Alsacien réalise le meilleur temps de cette spéciale, son 5e meilleur temps de l'épreuve. Son avance sur Mäkinen est désormais de 44 secondes. Quoi qu'il arrive, après l'arrivée, Sébastien Loeb a montré qu'il était le plus fort en piste aujourd'hui. Un poste au classement à deux spéciales du but avec donc Loeb et 44 secondes d'avance pour le Français sur Mäkinen. Sainz, Grönholm et McRae sont toujours en lice pour la 3e place. Ça s'est bien passé dans la 13e spéciale, mais pas dans le Turini, en tout cas pas comme on le voulait. Mais je ne sais pas pourquoi, le temps n'était pas bon à la fin, la prochaine devrait mieux se passer. Carlos, le podium a l'air de se préciser pour vous. Disons que pour le moment, on doit surtout attendre et courir encore de spécial. Grönholm risque de tenter de revenir. Oui, mais tout le monde va attaquer. Aujourd'hui, le rallye, c'est un sprint jusqu'au bout. Ça a l'air tout bon pour le moment. Il n'y a pas de problème sur la voiture. Elle est à 100%. Les pneus vont bien et le temps se réchauffe, ce qui nous facilite la tâche. Avez-vous assuré dans les deux dernières spéciales? Oui, beaucoup. Je pense qu'on aurait pu être 30 secondes plus vite dans le Turini. Et dans la dernière, on a encore levé le pied. Il a levé le pied parce qu'il sait que Sébastien Loeb est sous le coup d'une pénalité. Pour l'instant, cette pénalité n'a pas été appliquée. 14e spéciale et deuxième passage dans le col de Turini. Gilles et Hervé Panizzi réalisent une très belle fin de rallye. Deuxième meilleur temps, le Français s'est emparé de la 7e place devant Richard Burns. Panizzi, le spécialiste de l'asphalte, aurait pu être beaucoup mieux dans cette épreuve sans sa pénalité de 2 minutes et 10 secondes reçue le premier jour. Burns, de son côté, se classe 9e de cette spéciale. Solide performance du Britannique qui connaît mal cette épreuve et qui découvre la 206. Le champion du monde en titre est 8e du général à près de 5 minutes de Loeb. Peter Solberg est l'homme de cette 3e journée. Le Norvégien réalise le meilleur temps, son 2e de la 3e étape. Early short 2 right plus, early 3 left narrow slippy maybe, opens 50, short 6 left, 20, 1 right plus tightens, 20 narrow 1 left minus slippy, tightens, 20, 1 right minus, and short 2 left plus, damp continues, opens into short 5 right. 7 secondes plus vite que son plus proche poursuivant, Solberg aurait pu faire beaucoup mieux sur son erreur dans la 7e spéciale. Colin McRae est déterminé à marquer le plus de points possible dans son Monte-Carlo 2002. L'Écossais reprend 19 secondes à Marcus Grönholm dans cette spéciale, la 14e, et passe le Finlandais pour le gain de la 4e place. Grosse attaque de la part du champion du monde 95. Cette épreuve lui a toujours échappé, en tout cas quoi qu'il arrive, il sait qu'il ne pourra pas s'imposer cette saison. Grönholm, qui vient de se faire passer donc par McRae, n'a pourtant pas à rougir de son temps dans cette avant-dernière spéciale. Tout au long de l'épreuve, il a démontré que remporter un rallye sur asphalte serait sans doute très bientôt possible.
Carlos Sainz ne concède qu'un dixième sur Colin McRae dans cette spéciale. Et quelle attaque! À une spéciale du but, son avance de 40 secondes sur son coéquipier devrait lui permettre de monter sur son 3e podium consécutif en principauté. Mäkinen est morose en cette fin de Monte-Carlo. Il fait partie des pilotes qui auraient souhaité que la pénalité de Loeb soit effective et que ce dernier fasse appel plus tard. Ce n'est pas le cas. Chez Subaru, on joue la carte de la sécurité avec une cartographie moteur plus calme pour les dernières spéciales. Sur le terrain, Mäkinen terminera 2e. Pour le reste, cela se jouera au tapis vert. Dans cette spéciale, Sébastien Loeb commet une erreur inhabituelle. Il va partir en tête à queue. Il se place 1 seconde tout de même devant Mäkinen. Le classement donc avec Loeb et ses 45 secondes 6 d'avance sur Mäkinen. Le rallye est joué, sauf bien sûr en cas de sanction de la FIA. Quelques milliers de spectateurs sont présents pour assister à la 15e et dernière spéciale de l'épreuve. Autre lutte pour la 7e place, celle-là. Une lutte fratricide entre Gilles Panizzi et Richard Burns. Le Français se place 2e de la spéciale. Richard Burns réalise de son côté le 9e temps. Le champion du monde 2001 ne marquera pas de points pour sa première course chez Peugeot. Il termine 8e derrière Gilles Panizzi, mais il a réalisé une très solide prestation. L'homme de la 3e étape, je vous le disais, c'est Peter Solberg. Il remporte ici sa 3e spéciale en 4 courus dans cette 3e étape. Le Norvégien termine 6e et oublie ainsi sa sortie de route de l'an passé. Colin McRae ne réalise que le 6e meilleur temps de cette spéciale de clôture. L'Écossais termine tout de même au 4e rang. Il marque pour la 2e fois des points à Monaco en 7 tentatives. C'est seulement le 3e Monte-Carlo de Marcus Grönholm. Le Finlandais marque les 2 points de la 5e place et prouve que dans le futur, il faudra compter avec lui sur asphalte. Carlos Sainz, premier leader de l'épreuve, se classe donc 3e. C'est aussi la 3e fois consécutive que l'Espagnol monte sur le podium en principauté. Mais il attend toujours une victoire en mondial qui le fuit depuis le rallye de Chypre 2000. Seule question, qui sera le vainqueur? Sur la piste, Mäkinen lève le pied dans cette dernière spéciale. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée, le Finlandais pense remporter son 4e Monte-Carlo consécutif et établir un record de 24 victoires en mondial. Même sentiment du côté de chez Subaru. Sébastien Loeb et Daniel Lena voient les choses différemment. Eux aussi lèvent les bras en signe de victoire. Gauche 30 épingles. Enfin, pour 200 mètres, gauche 30 épingles. Gauche 30 épingles et 200 mètres. Allez, 200 mètres. Ok. Pas le temps, on l'aura gagné moralement. Hein? Tout est dit. Effectivement, les vainqueurs moraux, quoi qu'il arrive, ce sera Sébastien Loeb et Daniel Lena. Tommy, nouvelle équipe, nouvelle voiture. Êtes-vous satisfait de ce résultat? Bien sûr, je ne pourrais être plus que très content. C'était excellent. Je suis très heureux, c'est clair. C'est la première fois que je gagne une épreuve du mondial, donc je suis très heureux.
Le résultat du Monte-Carlo est donc provisoire. Il va falloir attendre que le tribunal de la FIA confirme la victoire de Sébastien Loeb sur tapis vert. Peu importe, pour sa deuxième apparition mondiale, Loeb a marqué les esprits, et notamment celui de Tommy Mäkinen. Les autres Français, Gilles Panizzi termine 7e, François Delecourt 9e. Didier Riol avait dû quitter l'épreuve dès la première étape en raison de problèmes électriques. Sébastien, comment vous sentez-vous après cette première victoire? Très très heureux, c'est clair. On a bien roulé, on avait de bons pneus, tout s'est très bien passé. Êtes-vous inquiet de la décision que va prendre la FIA après le rallye? Pour le moment, il n'y a pas de pénalité. Je pense que tout le monde sait qu'un rallye se gagne dans les spéciales. Tous les pilotes pensent comme moi, tous les spectateurs aussi, donc si j'ai une pénalité après, ce n'est pas un problème. Loeb pense qu'il restera premier de l'épreuve, qu'en pensez-vous? Que ça a l'air un petit peu stupide, ils auraient pu le dire dès ce matin s'ils voulaient faire ce genre de choses, mais c'était trop tard malheureusement. Qu'il en soit, pour vous et votre équipe, vous êtes gagnants. Oui, bien sûr, comme j'ai dit. Mais je ne peux pas croire que cette décision puisse être prise sans les commissaires. Quoi qu'il en soit, Tommy, en apprenant la nouvelle ce matin, n'avait qu'une envie, gagner quoi qu'il arrive. Tommy va sans doute être le seul en tête du classement des victoires par 24 victoires. Qu'en pensez-vous? Ouais, bien joué, que peut-on dire, il a bien roulé. Je pense que Subaru a beaucoup progressé pendant l'hiver et il s'est accommodé très vite à la voiture. Il n'y a rien d'autre à dire.